va parler d'un autre grand personnage, d'un grand auteur, un des plus grands auteurs de la littérature française, de Céline. Alors, David Alliot, qui est le grand spécialiste de Céline aujourd'hui, qui a écrit de nombreux ouvrages sur Céline. J'ai d'ailleurs sous les yeux un livre merveilleux, un petit livre très sympathique que je vous conseille. C'est Le Paris de Céline, aux éditions Alexandrine. Le Paris, la ville de Paris, hein, c'est pas le Paris, voilà. Et puis, il a écrit également Louis-Ferdinand Céline, mots, propos, aphorismes. Là aussi, c'est génial, c'est toutes les... Je m'en inspire beaucoup, d'ailleurs, il y a des pages qui sont cochées avec des petites choses que je récupère. Et là, son dernier livre, c'est Madame Céline, chez Talandier. Alors, David, on va se tutoyer parce que ça fait des années qu'on se tutoie, donc on va pas jouer la comédie à se donner des vous, monsieur. David, tu as rencontré Madame Céline, elle a 105 ans, elle vit toujours à Meudon. Comment cette rencontre s'est passée ? Tu en parles dans les premières pages de cet ouvrage. Comment s'est passée cette rencontre ? Parce que ça a dû être plein d'émotions aussi pour toi. Ah bah oui, forcément. Alors là, par rapport à Georges Sand, on fait un bond dans le temps. Effectivement, écrivain d'exception. Nous sommes prêts, David Alliot. Les auditeurs de Radio Courtoisie sont prêts. Nous changeons de siècle, changeons de style et d'écrivain. Et effectivement, la rencontre à Meudon a eu lieu en 2011. C'est la première fois que je la rencontrais. Je l'ai vue 4 fois au total. Et bien sûr, c'est un grand moment d'émotion parce que jusqu'à présent, à Meudon, je restais en deçà de la grille. J'avais le droit de regarder, mais on n'avait pas le droit de rentrer. Donc ça, c'est à un moment donné, j'ai eu l'autorisation par Maître Gibaud d'entrer à Meudon, de présenter mes... Donc un petit chemin défoncé qui arrive... Voilà, c'est la route des Gardes. En fait, la route des Gardes, c'est celle qui mène de Bellevue, de Meudon-Bellevue à Issy-les-Moulineaux, pour ceux qui connaissent, donc qui passe au-dessus des usines Renault de l'Isle-Seguin. On voit une très belle vue sur Boulogne et Paris. Et il y a un tout petit chemin, à un moment donné, pour ceux qui descendent la route des Gardes. Il y a un petit chemin sur la droite, un petit chemin pavé qui n'a pas bougé depuis le 19e siècle, quasiment. Et donc, il y a ces fameuses 4 maisons qui sont côte à côte, et la troisième est celle donc de Céline. Donc, depuis 51, depuis 51, pardon, ils sont installés là à Meudon. Et donc, j'ai eu l'autorisation de rentrer, de grimper un petit peu la petite pente qui mène à la maison, qui est un peu en hauteur, et donc de rentrer dans la maison de Céline, d'être présenté à Madame Destouches, de converser avec Lucette Almanzor. Et c'est un phénomène extrêmement étrange, puisque dans la pièce où la salle à manger, enfin la pièce de vie, vous avez des portraits de Céline partout, il y a des images de Céline, des dessins, des bus, etc. Et elle en parle au présent. Elle dit toujours Louis ceci, Louis cela. Elle est toujours restée dans la fidélité de Céline. Absolument. Elle n'a jamais eu d'autre homme. Jamais eu d'autre homme et jamais eu un mot à l'encontre de son mari. Et comment s'étaient-ils rencontrés ? C'était rencontré en 1936 dans un studio de danse, que Céline adorait les danseuses. Oui, alors c'est ça qui est formidable, pardon, je vous coupe, mais c'est la rencontre d'une danseuse. Céline aimait les femmes, il aimait les jolies femmes, il est allé dans ce salon de danse où il allait souvent, et il rencontre cette danseuse. Et donc c'est l'union d'une danseuse qui n'était pas vraiment une intellectuelle, qui était pas qui a duré toute une vie, quoi. Mais ce sont deux artistes qui se rencontrent. Un génie dans son travail littéraire, c'est Céline, et elle une danseuse. Et en fait, il y a plein de points communs entre eux, notamment l'écriture et la danse, c'est le travail de l'effort. Hein, c'est répéter, recommencer, jusqu'à obtenir le mouvement parfait. L'écriture, c'est pareil. C'est pas ma voisine spécialiste de Georges Sand qui va me contredire. Hein, il faut écrire, réécrire, raturer, recommencer, etc. Donc il y avait ce culte du travail, de l'art bien fait, deux anticonformistes par beaucoup d'aspects, tous les deux, ils avaient une vie assez anticonformiste. On rejoint un peu ce qu'on disait sur Georges Sand, un non-respect des convenances. Ils étaient tous les deux un peu en marge de leur art respectif, Céline pour l'écriture et elle pour la danse, mais à côté de ça, ils étaient extrêmement différents sur de très nombreux points. Céline était plutôt exubérant et c'est lui qui un peu menait la barque, alors que Lucette était plutôt discrète. Céline était radin, elle était plutôt dépensière. Ils avaient aussi une différence d'âge. Et une différence d'âge, bien sûr. Parce que Céline avait été mariée déjà au moins une première fois. Première fois, 2 fois. Alors, il y a une fois à Londres en 1915, mais c'est un mariage, on ne sait pas trop, il n'a jamais été enregistré. Donc effectivement, et la fille a disparu de sa vie peu de temps après. Donc le premier vrai mariage officiel, c'est avec Edith Follett. Avec qui il a eu une fille. Avec qui il a une fille, effectivement, fille unique d'ailleurs, la fille unique de Céline. Et donc Lucette Almanzor, c'est son deuxième mariage officiel. Et Elisabeth Gregg. C'était sa grande muse. C'était sa muse, parce que son inspiratrice. C'est à elle qui dédie L'ouvrage au bout de la nuit.
Jusqu'au bout de la nuit, c'est à Elisabeth Gray qui le dédie. Ah bah bien sûr, c'est la rédaction de Voyage au bout de la nuit. Chez De Noël et Steele. De Noël et Steele, tout à fait. Et lorsqu'il écrit Voyage au bout de la nuit, c'est effectivement la période avec laquelle il vit avec Elisabeth Craig, donc de 1929 à 1932, 1933. Ouais. Donc ça couvre la période de rédaction de Voyage au bout de la nuit, donc elle l'a vu écrire. Et ça a été sa grande inspiratrice. C'était une danseuse aussi, hein, donc le physique parfait des danseuses l'inspirait beaucoup. Mais sauf qu'elle le quitte en 1933 parce qu'elle se rend compte qu'il devient un petit peu impossible en caractère et puis surtout difficile à vivre. Et déjà elle se rend compte que la danse, le physique d'une femme, si on n'entretient pas avec la danse, va très vite changer et qui risque à un moment donné de se lasser d'elle et de la laisser. Donc en fait elle a connu le Céline médecin et à la fin elle quitte le Céline écrivain célèbre qui n'est plus tout à fait le même. Donc Voyage au bout de la nuit, c'est 1932. Prix Renaudot. Grand succès. Il rate de peu le prix Goncourt 32. Oui, absolument. Ça a été un succès. Succès phénoménal. C'est la première fois que le prix Renaudot se vend plus que le prix Goncourt. Donc c'était un grand scandale de l'époque, la non-attribution du prix Goncourt à Céline. Mais effectivement, grand succès critique et littéraire. Ce qui a donné à succès sa notoriété. Bien sûr. Céline devient le chouchou des lettres françaises. C'est quand même le grand écrivain avec Marcel Proust qui a quand même bouleversé la littérature française au XXe siècle. On peut très bien ne pas aimer Céline pour d'autres raisons ou autres. Oui, absolument. On ne peut que reconnaître son génie littéraire de ce point de vue-là. Et en 1936, lorsque sort Mort à crédit, donc juste avant qu'il rencontre Lucette, le livre est très mal accueilli par la critique. C'est souvent le cas des deuxièmes romans où vous êtes un peu attendu au virage. Hein. Et Mort à crédit est très mal accueilli par la critique parce que Céline évolue dans son style et Mort à crédit est beaucoup plus révolutionnaire d'un point de vue littéraire que Voyage au bout de la nuit. Mais personne ne comprend le côté novateur du livre. Tout le monde se contente de dire il y a des gros mots, c'est dégueulasse, il y a des gros mots, etc. Alors qu'en fait, Mort à crédit est un roman absolument bouleversant par de très des œuvres majeures de Céline aujourd'hui. Une des œuvres majeures encore de Céline et du XXe siècle. Et du XXe complètement. siècle. Complètement. Alors, donc Céline, donc là nous sommes avec le prix Renaudot avec le Voyage au bout de la nuit en 1932, donc il va évoluer. Il faut dire qu'avant, Céline a fait une guerre extraordinaire. Il a été blessé de guerre, il a été décoré de la médaille militaire, de la croix de la valeur militaire. C'était la guerre de 14, bien sûr. Et comment est-il arrivé après? Donc, il rencontre donc Lucette Almansor. Danseuse. S'il avait vécu aujourd'hui, je pense qu'il serait beaucoup allé au Crazy Horse et qu'il aurait peut-être épousé une danseuse du Crazy Horse parce qu'il était très attiré par ce type de... Ou du Moulin Rouge. Ou du Moulin Rouge, par ce type de jeune femme. Comment elle a vécu tout ça, elle? Comment s'est passée leur première union, au tout début avec Céline, Est-ce qu'elle en parle quand on a Lucette aujourd'hui avec ses 105 ans? Alors moi, ce qu'elle m'a dit, de façon important. assez rigolote, elle m'a dit, vous savez, il n'était pas facile à vivre. Hein. Donc, et ça, je veux bien la croire parce que quand même, elle a eu une vie avec lui qui était quand même assez hors norme. Hein. Alors d'abord, ça ne devait pas être drôle tous les jours. Ça ne devait pas être drôle tous les jours. Alors au tout début de leur rencontre, ça s'est fait en douceur. Hein. Ça c'est au tout début, lui il est écrivain, elle est danseuse. Bon, ça s'est fait en douceur. Et c'est à partir, on va dire, de 37-38 qu'ils vivent ensemble en permanence. Mais elle l'a suivi partout. Il faut quand même reconnaître au moins cette qualité, c'est la fidélité de Lucette. Elle l'a suivi partout. Et il a fait l'exode en 40, elle était avec lui. Et elle a vécu l'occupation avec lui. Elle a fui avec lui à Baden-Baden, à Sigmaringen. Et elle a subi la prison aussi au Danemark. Quand Céline est arrêtée fin 45, ils arrêtent tout le monde, même le chat. Hein. Donc Céline, Lucette et le chat. Alors que sur Lucette, il n'y avait aucune charge. Hein. C'est Céline que le gouvernement français voulait. Donc elle a tout subi par amour pour lui. Alors il faut se mettre un peu dans le contexte de l'époque, dans l'ambiance de l'époque. On est fin 45, elle est au Danemark, elle ne parle pas le danois, très mal l'anglais. Son mari est en prison, elle est dans une sorte de logement un peu précaire. Elle n'a pas de revenus, on lui interdit de travailler parce qu'ils sont un peu réfugiés, entre guillemets. Et son mari est en prison, donc on ne peut pas dire qu'elle ait une situation très, très enviable, mais par fidélité, par amour, parce qu'ils s'aimaient beaucoup tous les deux à leur façon, de façon très sincère et profonde, elle s'est battue, elle est restée, même si au Danemark, Céline lui en a fait voir des vertes et des pas mûres, aussi bien à Copenhague qu'après à Korsør, où ils sont installés sur les bords de la Baltique, où ils vivaient quand même un peu en reclus, quoi. Bon, c'était confortable, mais un peu en reclus. Elle a tout subi courageusement, alors que je pense que beaucoup de femmes
Oui, je serais parti. Je ne veux pas généraliser, mais avec un mari impossible, dans des situations pareilles, pas d'argent, instable, etc., serait rentrée en France et fit ça. Hein, donc, mais non, par amour, par fidélité, elle a tout subi, tout encaissé par amour pour Céline. Par amour, alors est-ce que c'est le fait qu'elle n'avait pas le certificat d'études, qu'elle a toujours regretté de ne pas faire d'études, Céline était un petit peu son dieu. Ah bah oui, c'était comment elle s'exprime quand on est avec elle? Parce que c'est d'elle dont il s'agit. Parce que quel âge a-t-elle maintenant? 105 ans. 105 ans. 105 ans, et elle vit toujours à Meudon. J'ai un auditeur qui nous dit, alors je vais rectifier, cher monsieur, j'ai appris que la maman de Céline a 105 ans. Non, c'est pas la maman de Céline, c'est la femme de Céline. Elle vit toujours dans sa maison, dans sa maison à elle, dont elle vivait avec Céline. C'est pas la maman de Céline. Non, c'est ça. Voilà, je précise ça. C'est son épouse. Ouais, et effectivement, c'est une vie assez extraordinaire, d'autant plus extraordinaire qu'elle a vécu avec Céline. En plus, extraordinaire parce qu'elle est longue, puisqu'elle a 50 ans de veuvage, ce qui est quand même rarissime. Rarissime même en littérature ou ailleurs de trouver un veuvage pareil, et une fidélité même post-mortem, puisque Céline mort, elle a toujours tout fait pour la mémoire de son mari. Donc elle aurait pu refaire sa vie peut-être, mais jamais elle a refait sa vie. Elle a été fidèle, et dès 61, dès la mort de Céline, elle entreprend de sortir Céline un peu du purgatoire, parce qu'en 61, Céline, c'est un grand, tout le monde considère c'est un grand écrivain, mais personne n'a oublié le pamphlétaire, qu'il a eu un comportement pendant l'occupation qui n'est pas forcément exemplaire. Donc tout est à faire, et elle va s'y atteler effectivement avec Dominique Deroux, avec les Cahiers de l'Air, avec Henri Godard, avec l'édition Gallimard, la réédition de Rigaudon en 69, enfin l'édition de Rigaudon en 69. Alors c'est le premier, c'est effectivement, c'est Dominique Deroux, c'est un des premiers qui a pris le chemin des Gardes pour aller voir Dominique qui nous a quittés, que j'ai connu, que tu as sans doute connu aussi, qui nous a quittés en 1977. J'étais un peu jeune pour ce qui me concerne. Mais je connais bien son fils. Oui, bien sûr, Pierre moi Guillaume, aussi, bien sûr, évidemment. Éditeur aussi. Absolument. Et donc, qui avait lancé les Cahiers de l'Erne, là, et c'est lui qui était un des premiers à aller rencontrer la femme de Céline. C'est la première grande aventure éditoriale de Dominique Deroux. Peu de temps après la mort de Céline, c'est effectivement les Cahiers de l'Erne. Et c'est à une époque où tout le monde lui disait n'y va pas, c'est suicidaire, c'est un écrivain fini, etc. etc. Dominique Deroux a quand même reçu des petits cercueils à son domicile. Vous dire l'ambiance joyeuse de cette époque, et il fallait être courageux quand même pour se lancer là-dedans. Donc il se lance là-dedans, il récupère des inédits, des lettres, des témoignages, une somme considérable de documents, à un tel point que il y aura une matière pour un deuxième cahier Céline, ce qui est unique dans la collection. La collection, c'est en général un seul cahier. Le seul qui a deux cahiers dans la collection des Cahiers de l'Erne, c'est Céline. Donc avec un premier cahier en 63 et un deuxième cahier en 65, c'est assez rapide quand on tient compte du contexte de l'époque. Il n'y a pas Internet et toutes ces choses-là. C'est un travail qui va être mené, on va dire, rapidement. Et aujourd'hui encore, les Cahiers de l'Erne consacrés à Céline font encore aujourd'hui référence. J'ai envie de dire, c'est l'achat de base indispensable à quiconque s'intéresse sur Céline, oui. Il est dans ma bibliothèque. Dans la bibliothèque de tout bon Célinien, qui se respecte. Voilà, alors Céline, une vie, on arrive dans les années 35, 40, la guerre, et là ça dérape. Là ça dérape, donc il est bien sûr très controversé, les beaux draps. 41. Voilà, en 1941, donc sa vie va mal, et la guerre se passe. Il prend, lui qui était un soldat de la guerre de 14, médaillé, défendant la France, etc. Subitement, il bascule de l'autre côté, et il est d'abord anti-juif au possible, et donc il se met à écrire des ouvrages qui sont tout à fait, même aujourd'hui, et là on va peut-être en parler, qu'on a failli republier. Absolument, la fameuse polémique. Je ne sais pas ce que tu en penses, David, la fameuse polémique qui s'est arrêtée il y a quelques mois, là, avec Gallimard, où il y a eu un tollé pour que ces ouvrages ne soient pas... Quel est ton avis là-dessus, d'ailleurs? Alors, il faut remettre dans le contexte. Bagatelle pour un massacre, c'est 37, l'école des cadavres, c'est 38, et le seul pamphlet publié par l'occupation, c'est les Beaux draps en 41. Absolument. Et on pourrait rajouter un autre, c'est les Mea culpa, qui est en 36, mais qui ne pose pas de problème, entre guillemets, dans la mesure c'est un pamphlet qui n'est que anticommuniste. Donc, a priori, ça passe mieux. Donc, en fait, il y a 4 pamphlets de Céline. Effectivement, oui. En fait,
fait, on peut lier le pacifisme de Céline à la guerre de 14. Quand Céline revient de la guerre de 14, il est horrifié parce qu'il a vu, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'écrivains, ce qu'on appelle la fameuse génération perdue, qui ont été à la guerre en fleurs au fusil, qui sont revenus de la guerre complètement terrifiés. Et il y a Giono, Breton, Artaud, Aragon et d'autres. Céline fait partie de cette génération-là. Plus jamais la guerre. Et pour lui, donc, il prône un pacifisme total. Et dans l'esprit de l'époque, il faut se remettre aussi dans le contexte des années 30, pour les pacifistes de l'époque, les seuls qui ont intérêt à ce que la France et l'Allemagne fassent la guerre, sont les Juifs. Parce que les Juifs sont à New York, les Juifs sont à Moscou, les Juifs sont à Londres. Et en fait, alors que la France et l'Allemagne ont tout pour être amis, ce sont les Juifs qui poussent à la guerre. Et donc, Céline, lorsqu'il écrit ses pamphlets, reprend cette antienne. D'ailleurs, Bagatelle pour un massacre, le massacre, c'est la guerre à venir, contrairement à ce qu'on pense souvent. Donc, la guerre à venir entre la France et l'Allemagne, Céline dit non, il ne faut pas. C'est les Juifs qui nous poussent à la guerre. Et donc, c'est l'écriture de ces pamphlets extrêmement violents, antisémites et extrêmement violents, qui vont... Là, Céline, comme elle est irréparable. Il aurait mieux fait de continuer son œuvre littéraire, c'est moins qu'on puisse dire. Et effectivement, en 41, c'est Les Beaux Draps, son dernier pamphlet, qui est moins antisémite que les autres, moins chargé que les autres. Le pire de tout, c'est quand même Bagatelle pour un massacre. Dans Les Beaux Draps, dans lequel il délivre son programme de rénovation de la France. Voilà, et là, ces livres sont aujourd'hui toujours interdits. Alors, ils sont pas interdits par la censure. Ils sont pas interdits par la censure, mais on ne peut pas les republier. Ils sont pas tout à fait interdits. C'est pas la censure. C'est lorsque Céline revient en 51 en France, il ne veut plus que ses livres soient réédités. Il signe un contrat avec Gallimard pour la réédition de tous ses romans, mais pas les pamphlets. Donc les pamphlets ne font pas partie du contrat avec Gallimard, jusqu'à une date récente. Et donc ce qui faisait qu'il ne voulait pas que ce soit réédité. Sa veuve, Lucette Détouche, donc, a fait en sorte que la volonté de son mari soit respectée, jusqu'à une date récente. Et donc pendant des années, on peut se les procurer, mais d'occasion, maintenant sur Internet, sans aucune garantie sur le contenu, ou des éditions pirates X ou Y, ou en allant au Canada, parce qu'effectivement, Céline est tombée dans le domaine public. Absolument. Voilà. Au Canada, c'est 50 ans après la mort de l'auteur. En France, c'est 70 ans. Donc, au Canada, ils ont été réédités. Donc, si vous avez un ami qui va au Canada, vous pouvez l'acheter à Montréal et le faire revenir. Oui, puis on les trouve encore sur les quais de la Seine. Oui, voilà. Il y a tout un trafic qui se joue. Alors, il y a quelqu'un que je voudrais saluer, c'est Robert Massin. Oui. Robert Massin, que nous avons bien connu, qui est là, qui a aussi un certain âge. J'aurais voulu qu'il soit là, Robert, parce que c'est Massin, parce que c'est un personnage extraordinaire. Et qui a été le grand couturier, je vais dire, de chez Gallimard. Absolument, des centaines, des milliers de couvertures. Des milliers de couvertures chez Gallimard, là. Il s'appelle Robert Massin à l'époque, et il est le premier à interviewer Louis-Ferdinand Céline lors de son exil à Copenhague. Et ça, c'est même assez extraordinaire que Massin, qui était à l'époque, je ne sais pas ce qu'il faisait, part à Copenhague et va rencontrer Céline. Souvent, ce qui se passait, c'est que Massin, a priori, avait été invité pour un congrès ou je ne sais quoi. Et puis, comme il savait que Céline était en ville, il était voir l'ambassadeur. L'ambassade savait parfaitement où était Céline. Je dois être par là. Et puis, il a tapé à la porte, quoi. Donc, ça arrivait assez régulièrement. Il y a aussi à Corse, lorsqu'ils étaient en exil sur les bords de la Baltique, il arrivait des fois que des Français demandent à l'ambassade où était Céline. Et l'ambassade donnait, officiellement, on vous le dit pas, mais en fait, il est là. Et il n'était pas rare de recevoir un petit courrier ou des gens qui passaient voir Céline de temps en temps. Donc il a gardé de cette rencontre un souvenir très important, des documents. Il avait une correspondance avec Céline qui lui a été volée. Voilà, qui lui a été volée. Ça, tu correspondance parce qu'en fait, il a fait, en revenant en France, il a fait un article, une sorte d'article interview témoignage, et dans lequel Céline avait remercié parce que l'interview était assez juste. Il n'avait pas cherché à charger le personnage, c'était plutôt un compte rendu de cette rencontre qui était plutôt assez cocasse. Et Céline l'avait remercié, effectivement. Donc, et il se retrouvait après chez Gallimard. Il se retrouvait chez Gallimard parce que Massin a abandonné son prénom et il est devenu le premier directeur artistique de Gallimard. Il a succédé, et ça on le sait très peu, à André Malraux. Bizarrement, qui était à l'époque le premier directeur artistique de Gallimard, quoi. Et Massin aujourd'hui, qui doit avoir 90, peut-être un petit peu au-dessus, et toujours là, toujours un esprit clair et une personnalité. Bon œil. Voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer, de me le croiser dans ma carrière. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a gardé une très belle image de Céline, qui a gardé une jeunesse d'esprit, assez étonnante pour. Absolument. Voilà. Alors, je reviens à Madame Céline. Alors, Madame Céline, tu arrives chez lui, le petit chemin, les pavés, on ouvre la porte, elle est là. Elle est là, oui. Alors, comment ça se passe ? Beaucoup d'émotions. Hein. Elle est bien, elle est... Ah oui. Alors, effectivement,
quand je l'ai rencontrée, elle était relativement jeune, elle n'avait que 99 et 100 ans. Donc c'était une jeune fille. Une petite jeunette. Ça change tout. Voilà. Aujourd'hui, elle a 105. 105, donc malheureusement, le corps l'a un peu abandonné depuis, donc elle est dans son fauteuil, dans la pièce de vie, avec le perroquet à côté qui se dandine et le chat qui se promène dans la maison. Donc on est vraiment dans la mythologie. Qui s'appelle plus Bébert. Non, celle-là c'était Billy. Voilà, parce que Billy, Céline aussi, amoureux des chats, le fameux Bébert. Et le perroquet s'appelle Toto, et c'est Toto numéro 2. Toto numéro 2. Voilà, et Toto... Bébert, c'était un livre de notre personnage, de Frédéric Vitou, qui était un grand spécialiste de Céline aussi, de Frédéric Vitou, qui a publié son premier livre chez Gallimard, d'ailleurs, en rencontrant l'ami Bernard Fixot, tout à fait, qui était le jeune directeur commercial de Gallimard à l'époque, tout à fait, et qui a fait publier ce premier livre chez Gallimard. Et après, son deuxième, c'était chez Grasset, c'était Bébert, le chat de Céline, tout à fait. Donc il est toujours avec perroquet et chat. C'est quand même le seul chat qui a de la littérature qui a le droit à une biographie. Avec une biographie, c'est formidable, de Frédéric Vitou. Si vous voulez, on a tout chez Céline. On a des biographies de Céline, des biographies de Lucette. Maintenant, avec Madame Céline, on a une biographie du chat aussi. Donc, toute la biographie de Toto. Le perroquet, donc c'est... Il manque plus de photos. Est-ce qu'il parle, le perroquet? Très mal, celui-là. Il parle mal. En fait, Toto 2, c'est un peu le mal-aimé de la maison parce que il n'a pas le charme du premier, a priori, pour ceux qui l'ont connu. Il est plutôt maussade. Il ne faut surtout pas approcher un doigt de la cage. Il te l'enlève. Voilà. Non, il braille, mais il parle très très peu. Alors, Madame Céline, tu as pu converser avec elle d'une manière très facile, lui poser des questions. Tu avais préparé un petit peu ton intervention ou tu allais en disant elle va me parler de Céline, elle va me parler de lui. Déjà, c'était Madame Céline consent à vous recevoir, donc c'était pas pour une interview. En fait, quand vous allez à Meudon, on ne vient pas avec un stylo pour noter. Oui. C'est des consignes qui sont non dites, mais qu'on vous fait comprendre. Évident, peut-être pas d'appareil photo non plus. Voilà, et la deuxième, j'allais dire, pas d'appareil photo. Alors, c'est la question que j'avais posée, parce qu'il n'y a pas de photos. Je m'attendais à voir des photos. Il y a des photos anciennes de Madame Céline, mais de Lucette, mais on n'a pas de photos actuelles. Non, ça c'est elle ne veut pas apparaître dans son grand âge. Donc ça, c'est l'autre consigne, c'est pas de photos. Et en fait, on parle, c'est une conversation qui est assez libre. On parle de plein de choses, et puis forcément à un moment donné la conversation arrive sur Céline, mais elle en parle assez facilement, assez librement. Elle parle de Louis comme si, tu disais, comme s'il était à côté, comme s'il était là, s'il était vivant. Pendant l'heure et demie ou les 2 heures que j'ai passées à Meudon, à la limite je l'aurais vu descendre l'escalier ou ouvrir une porte, ça ne m'aurait pas choqué. C'est un sentiment assez étrange. La maison n'a pas bougé, les pièces... Alors si, ça a changé parce qu'en 68 il y a eu l'incendie et la maison a brûlé, alors, les murs sont assez épais donc ils ont bien tenu, mais tout l'intérieur a été refait. Donc c'est plus la configuration du temps de Céline, tout a été changé, mais c'est quand même ça, extérieurement c'est sa maison, enfin ça reste quand même et en fait de toute façon ça doit respirer malgré tout son âme. Ah bah oui, vous grimpez, enfin la maison fondamentalement n'a pas changé, voilà, c'est l'intérieur qui a changé, mais effectivement oui, c'est très émouvant parce qu'elle en parle au présent, elle a dit Louis, on peut plaisanter avec elle a une excellente mémoire. Quand j'ai entendu dernièrement des gens qui disaient qu'elle avait un peu perdu la tête ou autre, pas du tout. Et j'ai eu Frédéric Vitou au téléphone il y a 10 jours qui a été à Meudon, m'a dit le point de vue de la tête, c'est extraordinaire, tout fonctionne à merveille. Et effectivement, souvent, quand vous parlez avec des personnes d'un très grand âge, comme Lucette, lorsque je l'ai rencontré, tout ce qui était il y a 15 jours, 3 semaines, elles s'en rappelaient pas trop, j'ai envie de dire. Oui, elles se souviennent de la mémoire ancienne. Alors, par contre, Sigmaringen, Baden-Baden, l'occupation, Montmartre, l'Exode, ça marchait, mais alors, à plein régime. Donc c'est quand même très émouvant, c'est comme une des rares personnes qui peut encore vous raconter Sigmaringen de visu, et qui vous parlait du Marshal Pétain, de Laval, de l'ambiance qu'il y avait dans cette espèce d'État français en décomposition en Allemagne. Donc oui, c'est quand même un grand moment d'émotion. Puis après, vous parlez de Céline, toutes les choses qu'il a fait un peu subir quand même, lorsqu'elle parlait que, par exemple, elle avait le droit de sortir une demi-journée par semaine, parce que du temps de Meudon en sous Céline, c'était quand même, pas dire, on parlait de couvent tout à l'heure, mais ça s'en rapproche. Hein. Donc, elle avait le droit à sortir à Paris une après-midi par semaine, et donc elle prenait le train. La première chose qu'elle faisait, c'est lorsqu'elle arrivait à Gare Montparnasse, c'est d'appeler Meudon pour dire je suis bien arrivé. Et elle allait au premier bistrot un quart d'heure plus tard, le téléphone pour prévenir son mari. Et là, je raconte dans le livre une anecdote qui est assez rigolote. C'est que lorsqu'arrivent les ballets chinois à Paris, donc bien sûr ça intéresse Lucette. Et là, c'est Marcel Aimé qui négocie avec Céline le fait de pouvoir emmener Lucette voir l'opéra de Pékin. Et accord, le soir dit, Marcel Aimé arrive avec sa femme à Meudon pour prendre Lucette. Céline veut
veut pas, il refuse. Non, je veux pas qu'elle sorte et tout et tout. C'est toute une pantomime qui dure une demi-heure. C'est Marcel Aimé qui arrive. Alors Marcel Aimé, c'est le grand ami de Céline, hein, c'est pas un étranger quand même pour Céline. C'est le grand ami qui arrive au bout d'une demi-heure à arracher l'autorisation de sortie. Lucette va finalement voir l'opéra de Pékin avec Marcel Aimé, à peine installé dans la loge. Un type de l'opéra arrive avec un téléphone, docteur Détouche pour vous. Donc il s'inquiétait de savoir si elle était bien arrivée, quoi. Donc ça c'était la vie avec Céline. Je pense qu'il a dû lui en faire voir des vertes et pas mûres. Moi j'avais recueilli. Elle n'avait pas le caractère de Georges Sand, hein. Dont on parlait tout à l'heure. Elle ne sait pas faire non plus de temps en temps. Moi j'ai recueilli les témoignages de ses voisins qui racontaient quand même. Il y avait des éclats de voix. Ah oui, c'était sonore. C'était sonore. Ils s'engueulaient des fois dans la maison et les voisins entendaient tout. Hein. Mais ils disaient qu'ils s'aimaient à leur façon. Mais c'était pas sans conflit. Hein. Mais d'un autre côté, voilà, fidélité totale à son mari. Elle s'est vraiment dévouée pour qu'il puisse terminer son œuvre. Voilà, il y avait quand même une belle union entre deux, oui. Il y a un film qui est sorti sur Céline. Oui. Elle l'a vu, elle l'a. Ça je sais pas. Moi je l'ai vu, merci. Hein, oui. Il paraît que c'est pas très. J'en parle un peu dans le livre. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. On va être très gentil parce qu'on est à la radio, mais non, c'est très mauvais. Hein. Très mauvais, c'est pas du tout. Toi, en tant que spécialiste de Céline. Et les gens qui ont fait ça ne sont pas intéressés aux spécialistes de Céline que tu es ou à d'autres personnes. J'ai envie de dire, c'est même pire. Je crois qu'ils auraient lu une biographie de Céline, ça aurait bien aidé. Ils n'ont même pas lu une biographie de Céline. Il y a plein de contresens, d'erreurs et d'âneries dans ce film. Je crois qu'ils n'ont même pas acheté une biographie de Céline. Ah oui, à ce point-là, oui. Je crois qu'une biographie de 30 € ça n'aurait pas mis en péril la production du film. Et je pense que ça aurait beaucoup aidé. Hein. Là, c'est vraiment le grand n'importe quoi. Bon, après, le réalisateur fait ce qu'il veut. Mais d'un autre côté, je crois que c'était un flop, mais alors retentissant. Et je crois qu'il y a eu à peine 60 000 spectateurs. Donc, il est dans les abysses des nanars du cinéma français. Et je crois qu'il est resté pour longtemps. Je comprends pas un film d'Emmanuel Bourdieu, si ma mémoire est bonne. Tout à fait, Emmanuel Bourdieu. Denis Lavant dans le Denis Lavant, on l'a connu bien inspiré, acteur très sympathique et très estimable au demeurant. On l'a connu bien mieux inspiré lorsqu'il faisait les spectacles d'Émile Bramy au théâtre. C'était assez remarquable. Là, il s'est un peu perdu dans le grand n'importe quoi, là. Alors, donc, elle s'est mise à parler de son mari, comme si c'était, il était comme ci, il était comme ça. C'est une personne. Ce qu'il aimait. Tu es rentré un peu dans le détail de leur. Un tout petit peu. De leur intimité, entre guillemets. Ça s'est fait sur plusieurs rencontres. Et puis parmi ces rencontres, il y a eu aussi une soirée à Meudon avec François Gibault et Marc-Édouard Nab. Donc c'était une soirée à Meudon assez mémorable. J'imagine. Voilà, j'aurais voulu être là. Hein. Beaucoup de personnes auraient voulu voir ça parce que c'était quand même un grand moment. Donc, en fait, la conversation, c'est plutôt sur 4 jours. Enfin, sur 4 rencontres. Et oui, il y a un petit peu de tout. Elle parle de Céline, elle parle d'elle, elle parle de ses rencontres, elle parle de l'ambiance. Après, dans le détail, pas toujours. Ça dépend des moments. Puis aussi, elle fatigue. Hein. On peut pas non plus, à 100 ans, on peut pas embêter une dame. Très longtemps, d'affilée. Très longtemps. Déjà, j'étais très content qu'elle me reçoive. Donc, voilà, on n'est pas là non plus pour bousculer. Pardon, dans le travail que tu as fait, parce que tu as fait ce livre, je le répète, est très fouillé, précis, remarquable. Tu sortais de chez elle pour savoir comment tu avais travaillé pour nos auditeurs. Tu n'avais pas de notes, tu prenais pas de notes. Je les ai fait en sortant, oui. Et en sortant, tu te mettais sur un coin de trottoir, je suppose, en notant rapidement ce que tu avais mémorisé. Je suis rentré à Paris, au bistrot, et puis... au bistrot, et c'est ce que je pensais que tu avais travaillé comme ça, quoi. Toi, quand tu fais tes livres, tu les fais sur une moto en Corse ou... Oui, parce que quand je m'arrête au bistrot, je fais comme toi, je prends des notes parce que j'ai du mal. Alors j'ai essayé le dictaphone sur la moto, mais ça marche pas avec le vent, ça marche pas bien. Moi, je vais en bibliothèque, monsieur. Moi, je vais pas faire le kéké sur ma moto. Des fois, je m'arrête sur un coin de trottoir, dans un champ, en train d'écrire. Oui, il n'y a pas de miracle. La mémoire étant assez... donc, faut noter tout de suite. Parce que ça revient. Il faut noter tout de suite, sinon on oublie. Surtout des moments privilégiés comme ça. Enfin, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, on arrive avec des questions, mais c'est vrai qu'après, on est tellement ému de voir tout ça que finalement, j'ai dû en poser à peine la moitié. Quoi. Donc, Et est-ce que vous avez pu savoir son attitude pendant que Céline écrivait ? Est-ce qu'elle se mêlait ou le verbe est trop fort ? Alors déjà, se mêler avec Céline, il fallait avoir une bonne dose de courage. Hein. D'accord, mauvais verbe. En fait, elle les a vus écrire. Elle l'a vu écrire ses pamphlets, mais elle n'avait pas voix au chapitre. Hein. C'est Céline qui décidait de tout. Hein. Donc, oui, elle lui a dit, tu ne devrais pas faire ça, mais...
Il n'écoutait pas, oui. Elle n'a rien affiche, hein, donc ça c'est Céline. En fait, elle s'est beaucoup affranchie de Céline une fois qu'il est décédé. Une fois décédée, elle a passé le permis de conduire, ce qui sous le temps de Céline n'était même pas envisageable. Elle a acheté une voiture, ce qui sous le temps de Céline... Elle s'est émancipée après. Elle s'est émancipée. Oui, puis avec Dominique Deroux et Maître Gibault, elle est beaucoup sortie, elle a beaucoup voyagé, ce qui sous le temps de Céline n'était même pas envisageable. C'était à Meudon et tu bouges plus. Quoi, donc... Alors la grande chance, c'est que elle a 105 ans, on lui souhaite bien sûr de vivre encore très longtemps, mais elle va s'éteindre dans cette maison qui lui est chère, la maison de Céline, et ça c'est quand même assez extraordinaire. Elle aura cette chance-là, de finir sa longue vie dans la maison de Céline, entourée des gens qui l'aiment. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, il nous reste 2 minutes d'émission, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que deviendra après le décès de la mère de la femme de Céline? Ce que va devenir cette maison? Est-ce qu'on va faire un musée? Est-ce qu'il y a des projets? Parce que je pense que ce serait louable d'utiliser cette maison, qu'elle soit pas... Pour faire un musée, un hommage. Pour faire un musée Céline. Il y a des rumeurs qui circulent, un musée ou peut-être une résidence d'écrivain, ce qui serait peut-être pas mal aussi, pourquoi pas. Bon là, on est vraiment dans l'expectative là. J'ai beaucoup de légendes, mais pas beaucoup de vérité. Voilà. Donc, je vais rappeler un petit peu ses ouvrages. Donc, David Alliot, Madame Céline, aux éditions Talendier, dans toutes les librairies. David, ce livre est remarquable. Je le dis sans flagornerie, parce qu'on se connaît bien tous les deux. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je vous le conseille vraiment. C'est-à-dire que là, vous allez découvrir l'alchimie de ce couple raconté par... C'est un peu l'intérêt du livre, c'est un peu l'envers du décor. C'est l'envers du décor. Derrière un grand homme ou un grand écrivain se cache souvent une femme. Là, c'est l'inverse de George Sand. Mais effectivement, c'est l'envers du décor, oui. Voilà. Et puis, autre livre, Geneviève Chauvel, le roman d'amour de George Sand, là aussi. Bien ce matin, chers amis auditeurs, on a eu vraiment une émission d'exception avec 2 auteurs de talent, 2 personnages qui ont marqué l'histoire de la littérature, Céline, George Sand. Alors on me demande, pourriez-vous préciser où vous allez signer vos livres à la fin de l'émission? Donc il y a des gens qui aimeraient Alors moi je réponds dédicace. peut-être à la fête de la courtoisie. On en reparlera de tout cela. Possible, je signe le 22, alors vous me prenez un peu au dépourvu, le 22 mars à la librairie Henri IV, boulevard Henri IV, dans le 4e arrondissement de Paris. C'est le 22 mars, c'est jeudi 22 mars. Et Geneviève? Moi je suis au Salon de la Biographie à Levallois le 11 mars, dimanche 11 mars. Et puis, bien sûr, j'ai 2 signatures, mais c'est à la FNAC de Verneuil-sur-Avre et la FNAC de Noisy-le-Grand. Mais le prochain salon, c'est le 11 mars à Levallois, Salon de la Biographie. Voilà, et moi j'espère peut-être à la fête de la courtoisie au mois de juin. Ah ben ça, si voilà. vous m'invitez, Alors il y a une chose qui m'a... Avec grand plaisir. Oui. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on dise au revoir, Jean-Paul. On dit au revoir. Un grand merci. Au revoir, on aurait pu bavarder encore très longtemps ensemble, mais je crois que l'horloge tourne. À Jean-Édouard à la technique, et puis on se retrouve tous. dans un mois. Au revoir.